Alors, après, il y a un deuxième volet dans la proposition 10 qui concerne tout ce qu'on appelle le shadow banking, donc le secteur bancaire de l'ombre, qui s'est énormément développé au cours des dernières années. La proposition 10 en parle et la proposition 11 revient dessus en partie pour dire ceci. Alors, le secteur bancaire de l'ombre, en quelques mots, c'est l'extraordinaire variété d'institutions financières qui ont été créées par les banques ou par des anciens salariés de banques et qui ne sont pas soumises aux réglementations auxquelles sont soumises les banques. Alors ça concerne quoi? Ça concerne les fonds spéculatifs, les hedge funds, les fonds de private equity, les fonds de LBO, par exemple. Alors donc, la proposition 10 et la proposition 11 analysent le travail de ces différents fonds et se prononcent sur la manière dont il faudrait réglementer, disons, le secteur bancaire de l'ombre. Le diagnostic général, disons, c'est que ce secteur-là jouit d'une très très forte opacité qui rend très difficile pour les régulateurs, en particulier par exemple l'autorité des marchés financiers en France, de savoir ce qui s'y fait et que, contrairement à ce que nous disent un certain nombre de financiers, cette opacité n'est pas socialement utile. Voilà. Elle permet en fait, si vous voulez, l'argument essentiel des financiers, c'est de dire, mais voyez, si je veux passer un ordre de vente, par exemple, extrêmement volumineux, je veux pouvoir faire en sorte que mes concurrents ne sachent pas immédiatement que je suis en train de le faire, puis pour qu'ils ne puissent pas immédiatement en tirer une information sur ce que je sais. Alors du coup, on va organiser des plateformes de trading opaques sur lesquelles les investisseurs qui interviendront sur ce marché auront simplement la connaissance des prix auxquels les transactions sont effectuées, mais pas la connaissance des volumes. Et donc ne pourront pas savoir qu'un gros opérateur est en train de faire une grosse opération de vente. Voilà. Alors, la proposition 10 et la proposition 11 démontrent ce type d'argument pour montrer que, en réalité, organiser des nouvelles plateformes de trading avec ce type d'opacité, c'est extrêmement nuisible. L'argument de fond, c'est ce qu'on appelle en économie la malédiction du vainqueur. Pour le comprendre, c'est très simple, il suffit de se reporter à la manière dont ce qui se passe lorsqu'on effectue une enchère. Supposez qu'on mette aux enchères un tableau dont certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un Rembrandt. Et puis certaines autres pensent qu'au contraire c'est une croûte, qui ne vaut rien du tout. Celui qui remportera l'enchère, si c'est une enchère ascendante au premier prix, sera celui qui croit de bonne foi que c'est un Rembrandt. Et il a toutes les chances pour que, s'il réussit facilement à remporter l'enchère, en réalité il soit complètement berné, parce qu'il est le seul à croire que c'est un Rembrandt, tandis que tous les autres savent que c'est une croûte. Et donc personne n'est prêt à mettre l'argent que lui est prêt à mettre sur la table pour acheter ce qu'il croit être un Rembrandt. Alors, si vous intervenez sur un marché financier opaque, sur lequel vous avez encore moins d'informations que sur les marchés financiers classiques, organisés par les chambres de compensation, vous multipliez le risque de la malédiction du vainqueur. C'est-à-dire que vous risquez d'acheter des titres sur lesquels vous disposez de tellement peu d'informations que vous croyez qu'ils ont une grande valeur, alors que beaucoup d'investisseurs, à part vous, savent qu'ils ne vaut rien. Voyez ? Donc, la proposition 10 et la proposition 11 montrent comment renverser les arguments classiques des financiers en faveur du shadow banking pour dire, en réalité, il faut que le politique autorise le régulateur, les autorités de marché financier notamment, à avoir un droit de regard, à rendre d'une certaine manière transparent le shadow banking pour qu'on puisse savoir ce qui s'y fait et pour que l'information puisse circuler. Le dernier point qu'aborde la proposition 10, c'est la question de la titrisation. Alors c'est un mot dont beaucoup de gens ont entendu parler pour la première fois en 2008, parce que le phénomène de la titrisation était au cœur de la crise de 2008. De quoi s'agit-il? Titriser, ça revient à transformer une créance en un actif financier échangeable sur les marchés financiers. Donc moi, je suis un organisme de crédit. J'accorde une créance à un ménage pauvre américain à Cleveland qui s'endette pour acheter une maison. Il met sa maison en hypothèque, en collatéral, je lui accorde de l'argent et je transforme la créance que je détiens sur lui en un actif financier que je vais vendre sur les marchés financiers. À quelqu'un à qui, éventuellement, je ne dirais pas que j'ai toutes les raisons de penser que monsieur et madame Smith, à Cleveland, n'ont aucun moyen de payer leur dette. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour que cette créance puisse être diffusée sur les marchés financiers sans que celui qui va me l'acheter ne se renseigne beaucoup sur l'état de solvabilité de monsieur et madame Smith? Eh bien, je vais l'insérer dans ce qu'on pourrait dire un millefeuille, dans lequel, au sommet du millefeuille, il va y avoir la crème, donc ce qui est très bon. Donc là, il va y avoir des actifs très sûrs. Et puis, en bas du millefeuille, il y a la croûte. Ça, c'est là que je vais mettre la dette, enfin la créance que j'ai sur monsieur et madame Smith.
et je vais dire à celui à qui je vends le millefeuille, regardez, bon, c'est vrai qu'il y a un peu de croûte au fond du millefeuille, mais la crème est quand même délicieuse, et globalement, le risque pour que la valeur de ce qu'il y a au fond du millefeuille s'effondre en même temps que ce qu'il y a au niveau de la crème, ce risque-là est très très faible. En revanche, si ce qu'il y a au fond du millefeuille, à savoir la créance que je détiens sur monsieur et madame Smith, ne s'effondre pas, c'est-à-dire si monsieur et madame Smith arrivent à payer leurs dettes, alors ça va rapporter beaucoup. Parce que les crédits qui ont été accordés aux ménages pauvres américains, disons entre 2000 et 2007, pour leur permettre d'acheter leur maison, avaient des clauses extrêmement favorables à celui qui originait le crédit, avec des taux d'intérêt énormes, 15%, 20%, 30%. Donc c'était la poule aux œufs d'or. Alors, j'insère ce titre de créance dans un millefeuille. Bon, le titre technique du millefeuille, c'est CDO. Et je vends ça sur les marchés financiers. Et, disons, l'institution en face qui me l'achète ne va pas aller faire une enquête très poussée pour savoir qui est le pauvre ménage américain qui est responsable de la créance qui se trouve en bas du millefeuille. Lorsque le marché hypothécaire américain en 2006 a commencé à se retourner, c'est-à-dire que la valeur de l'immobilier a commencé à baisser, au lieu de continuer à monter de 15% par an, comme il le faisait depuis l'an 2000, un certain nombre de ménages se sont retrouvés en cessation de paiement. Ils devaient, disons, commencer à payer leurs dettes, et ils ne pouvaient pas parce que, en gros, la manière dont ils avaient précédemment réussi à payer leurs dettes consistait à souscrire à un nouvel emprunt pour commencer à payer la dette antérieure. Nouvel emprunt qui était lui-même gagé sur la maison, qui, entre-temps, avait pris de la valeur. Donc, l'institution de crédit disait à monsieur et madame Smith, regardez, vous êtes encore plus riche qu'il y a 3 ans, puisque la valeur de votre maison a augmenté, je vais vous faire un nouveau crédit pour commencer à rembourser le précédent. Le jour où, à partir de 2006-2007, la valeur de la maison a cessé d'augmenter, voire a diminué, lorsque monsieur et madame Smith se sont retournés vers l'institut de crédit pour dire « Ah oui, mais alors là, maintenant, on a des dettes à payer, faites-nous un nouveau, on voudrait contracter un nouvel emprunt pour payer nos dettes antérieures », l'institut de crédit a dit « Ah mais non, regardez, la valeur de votre maison a baissé, vous êtes moins riche qu'il y a 3 ans, je ne peux plus vous accorder de crédit supplémentaire. Donc maintenant, il faut rembourser vos dettes. » Et du coup, monsieur et madame Smith n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Du coup, l'institut de crédit a saisi la maison. Monsieur et madame Smith, depuis 2007-2008, dorment dans leur voiture. Et la valeur de la créance détenue sur monsieur et madame Smith s'est effondrée. Et alors évidemment, la difficulté, c'est que la titrisation a provoqué un phénomène de contagion, c'est-à-dire que l'effondrement de la valeur de la créance sur monsieur et madame Smith n'est pas resté cantonné au marché hypothécaire américain, mais s'est diffusé à la totalité de la planète via ces fameux millefeuilles qu'on a vendus sur la totalité de la planète. Ça peut être à des banques suisses, notamment à UBS en Suisse, qui, à cause de ce genre de petit amusement, a perdu 60 milliards d'euros. Ça peut être toute une série d'autres banques, Northern Rock en Grande-Bretagne, qui a fait faillite, etc. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène, en gros, c'est le rôle joué par la titrisation dans la crise des subprimes. Depuis la crise des subprimes en 2008, le marché de la titrisation est entré dans une espèce de grande léthargie, de grand coma, parce que les investisseurs financiers ont compris que la titrisation, c'est très dangereux. Bon. Alors, ce que dit la proposition 10 dans cet ouvrage sur la question de la titrisation est très nuancé. Il ne s'agit pas d'interdire la titrisation comme telle, parce que, au fond, ce que nous disons, Odilon de Maucourt et moi-même, c'est que un marché de la titrisation intelligemment réglementé pourrait remplir sa fonction convenablement, qui est de permettre, disons, de faciliter l'octroi de crédit dans des conditions où l'octroi de crédit classique ne peut pas fonctionner. Alors ça suppose de redonner confiance au marché de la titrisation. Et pour redonner confiance au marché de la titrisation, il faut le réglementer convenablement. Alors comment les réglementer? Ce que nous disons, c'est, premièrement, il faut interdire les excès manifestes, notamment ce qu'on appelle la titrisation de titrisation. La titrisation au carré, il y a les CDO au carré, et a fortiori les CDO au cube, qui sont des millefeuilles de millefeuilles. Alors, dans les millefeuilles de millefeuilles, il est absolument impossible d'avoir une évaluation fiable de la dangerosité de ce type de produit structuré. Donc ça, ce que nous disons, c'est qu'il faut l'interdire complètement. Ensuite, il faudrait que, en Europe, par exemple, disons, les autorités de marché financier européennes puissent faire la liste d'une famille d'actifs qu'on considère comme étant suffisamment sûrs, suffisamment fiables, sur lesquels on a une information statistique suffisamment publique pour pouvoir faire l'objet de titrisation. De manière que les investisseurs sachent, bon, si on propose un actif titrisé,
Bon, je sais que les autorités européennes des marchés financiers se sont penchées dessus et ont considéré que, avec un minimum de sagesse et de prudence, que ces actifs étaient relativement fiables. Le troisième point sur la titrisation, c'est de constater que l'une des raisons aussi pour lesquelles les banques ont été si friandes de titrisation au cours des années premières de la décennie 2000 jusqu'en 2007-2008, c'est que la titrisation est exemptée du calcul du ratio de monnaie banque centrale qu'une banque doit détenir pour accorder des crédits. Si je suis une banque, par exemple une banque espagnole, que j'accorde un crédit et que je le titrise, alors ce crédit n'est plus comptabilisé dans le montant nominal des crédits qui sert au calcul du ratio entre crédit et monnaie banque centrale. Donc je ne suis plus obligé de venir me refinancer auprès de la banque centrale pour le crédit que j'ai accordé qui est titrisé. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles les cajas espagnoles, les banques espagnoles, ont tellement joué à la titrisation, c'est qu'elles n'étaient plus obligées de se refinancer. Donc c'était extrêmement alléchant. Alors ce que nous disons dans la proposition 10, c'est qu'il faut arrêter ça et réinsérer les créances même titrisées dans le calcul du ratio qui prend en compte la monnaie banque centrale que doit détenir une banque et qui l'oblige à se refinancer régulièrement auprès de la banque centrale.